fonctions contradictoires et des doubles hiérarchies. Et ça, il faut y mettre un terme. Le chef d'établissement a la capacité à nous évaluer sur notre valeur professionnelle. C'est ce qui permet l'avancement, c'est ce qui permet la promotion. On n'est pas noté sur nos responsabilités en tant qu'infirmière parce que du coup, on a un ordre et on a une hiérarchie et s'il y a un problème, les gens peuvent porter plainte. Et on n'aurait pas de bénéfice à avoir des infirmières en tant que coordinatrice ou chef de service. On a eu ce même combat, souvenez-vous, pour la catégorie A, où à l'époque, le SNIES avait été favorable à la branche des ICT qui disait il faut la A pour les ICT et après pour les autres infirmières, on verra. Et là, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va dire l'infirmière IPA ou l'infirmière conseillère technique est la chef de service. Et les infirmières dans les établissements, ça suivra. Sauf que ça veut dire quoi? Ça veut dire que statutairement, réglementairement et dans nos fonctions et dans nos formations, si on n'est plus considéré comme responsable de nos actes et en pleine responsabilité, on n'est pas à cadre A. Et donc, le A-type, on n'est pas près de l'avant. On va rester le petit A, par problème de machin, parce qu'on ne va pas nous le retirer, mais le A-type, on n'est pas en capacité de l'avoir. Donc, il faut vraiment qu'on tienne tous les bouts. Et surtout qu'il y a quelque chose, je trouve, d'assez détestable dans ce qui se passe, c'est que l'association, et j'aimerais vraiment les rencontrer, mais pour l'instant, on ne les connaît pas encore, et on ira bien sûr au dialogue à la rencontre, mais l'association des infirmières, la SOFIS, dont pour le coup, vous avez été invité à adhérer à cette association, ce qui est un problème en soi, hein. Vous êtes fonctionnaire et dans le cadre de votre fonction, on vous a donné à vous associer. Voilà, donc ils peuvent aussi très bien le faire pour nous, puisque du coup, par contre, nous, on est constitutif de la fonction publique, contrairement au domaine associatif. Mais bon, c'est un autre débat. Mais cette association-là, quand elle a présenté son projet en Bretagne à des collègues, puisqu'il y a la présidente est issue de Bretagne, l'objet des IPA est de coordonner l'action des infirmières dans les établissements. Ça va avec la Cour des comptes. Ça va avec les rapports des inspections. Parce que le rapport des inspections, les IGR, qu'est-ce qu'ils nous ont dit quand ils nous ont auditionnés? On a été dans les académies, on a vu vos collègues et vos collègues infirmières conseillères techniques nous ont dit que sur le premier degré, il y avait un problème d'encadrement des infirmières et de coordination et qu'elles ne faisaient pas leur temps de travail et qu'à ce titre-là, il fallait des infirmières pour coordonner leur action à minima sur le premier degré. Et donc, nous, on leur a dit, non, mais attendez, on ne va pas avoir un chef sur le second degré, un chef sur le premier degré, double hiérarchie, c'est pas possible. Par contre, il y a les IEN, par contre, il y a nos chefs d'établissement. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire qu'on refuse et on se bat, et les infirmières de l'éducation nationale, elles se battent depuis 80 ans et beaucoup avec le SNICS depuis 30 ans pour qu'on reconnaisse leur émancipation, leur capacité de coordination par rapport à un pouvoir médical qu'on sait assez autoritaire et un petit peu dépassé. Et heureusement, les nouveaux médecins, ils changent quand même un peu leur fusil d'épaule. Et maintenant, on va se retrouver avec les infirmières des établissements à recevoir les élèves et à devoir se faire coordonner par nos pairs. Mais là, c'est un truc, c'est terrible. Et encore une fois, je l'ai déjà entendu, quand on est évalué par une infirmière, ce n'est pas un gage de sécurité ou de sérénité professionnelle. Vous êtes pour la plupart passés à l'hôpital, on est évalué par les SUSU, par les chefs de service, ce n'est pas un gage de sécurité et de sérénité. Par contre, de travailler pour que les chefs d'établissement, et c'est ce que fait le SNIC, soient mieux formés, mieux accompagnés, qui connaissent mieux la limite de nos missions, mais aussi que les infirmières soient mieux formées pour pouvoir s'ancrer professionnellement et dire là oui, là non, là c'est ma mission, là c'est pas ma mission, et je suis en capacité parce que j'ai une formation qui m'en donne les outils, les épaules, et qui a une reconnaissance, qui a des textes clairs, qui a des choses claires, je suis en capacité de dire là oui, là non, ça oui. Ça, c'est l'émancipation d'une profession. Le reste, c'est un problème et ça répond à une velléité statutaire et corporatiste d'un petit nombre sur le dos de l'ensemble. Il y avait pas mal de questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas décentraliser? Quelles sont nos chances de ne pas finir en service?
question de pétition, Est-ce que les chefs d'établissement, professeurs, vie scolaire sont au courant? Comme vous avez pu le voir depuis ce matin, les syndicats de chefs d'établissement, d'enseignants sont au courant puisque ils sont venus et ils sont donc pour la FSU, ils sont pleinement concernés puisque les psychologues de l'éducation nationale syndiqués à la FSU le sont dans les syndicats d'enseignants, donc au SNES, comme vous avez pu l'entendre Sophie Vénétité tout à l'heure, et au SNUIPP, donc ils sont pleinement informés de ce qui se passe actuellement. Et les chefs d'établissement, de la même manière, comme vous avez pu le voir ce matin, ils sont conviés aussi aux réunions. Et puis, nous, par les instances de la FSU, on informe l'ensemble des personnels de l'éducation nationale qui font partie de nos instances sur tout ce qui se passe déjà depuis plusieurs années. Donc, tout le monde est au courant. Après, voilà, tout dépend s'ils sont syndiqués ou pas, tout dépend comment ils s'informent, mais c'est sûr que ce n'est pas l'administration qui va informer les membres de la communauté éducative de ce qu'ils sont en train de préparer. Là, je vois qu'il y a des collègues qui ont été contactés sur leur mail personnel. Non, pro, pardon. Après, il y a une. Perso? Non, après, elle a repris. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, d'accord, ok. Très bien. Parce que là, j'allais dire, là, on touche le fond. Hein, mais pour compléter ce que dit Mathilde, nous, on travaille, vous le savez, Mathilde l'a bien présenté ce matin dans les détails, on est la Fédération syndicale unitaire, on travaille en intersyndical, on fait des appels à l'intersyndical large. Dans le cadre de nos mandats, on est la fédération, on représente majoritairement les infirmières de l'éducation nationale, on travaille à faire du lien, on travaille à respecter les mandats des autres, c'est-à-dire qu'on offre une intersyndicale dans laquelle les gens peuvent vraiment s'inscrire, on essaye de travailler ensemble et d'avancer tous ensemble. Là, on a un gros problème avec l'UNSA, mais on l'a découvert le 9 avril en fait. On a, pour tout vous dire, et les SA ont eu la correspondance, on a fait notre congrès. On est sorti du congrès en disant on va aller on a fait tout un travail d'amendement, de choses comme ça. Même si c'est le boulot du SNICS, on va le proposer en intersyndical parce que c'est l'engagement de la profession, parce que c'est important que tout le monde s'y engage. On va le proposer en intersyndical pour que les autres accrochent le wagon et qu'on fasse un front uni, qu'on arrive à ce groupe de travail du 9 avril avec des propositions bien établies et qu'on pose la même chose pour les infirmières. Et qu'on s'engage dans une action jusqu'à l'obtention de nos mandats. Le SNIES nous a répondu que pour eux, ils n'étaient pas pour cette fois partie prenante de cette mobilisation, mais qu'à l'avenir, on pourra retravailler ensemble, quelque chose de très positif. On a de très bonnes relations avec eux. Et on a découvert leur mandat, du coup, qui est totalement opposé à leur précédent mandat et au nôtre, lors du groupe de travail du 9 avril. D'ailleurs, je ne sais pas si Violaine vous l'a dit ce matin, mais c'est-à-dire que la revendication, je dirais presque unique de l'UNSA le jour de ce groupe de travail, le seul moment où ils ont lu leur papier, était sur le fait que les ICT devaient être les supérieurs hiérarchiques des infirmières. Donc là, c'est vrai que ce n'était pas du tout la position de l'UNSA. Donc, on était un peu surpris, mais bon, il ne faut pas laisser à l'administration. Voilà, donc ça veut dire que nous, on va revoir un petit peu avec l'UNSA pour voir un petit peu leur position, parce qu'après que nous, on ait exprimé notre position et les raisons pour lesquelles on ne souhaite pas cette hiérarchie-là, elles ont semblé adhérer aussi à nos propos. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qu'il en est. En tout cas, on a interpellé, nous, parce que du coup, quand même, c'est assez grave de conséquences pour les infirmières. Donc, on a interpellé le SNPDEN, le syndicat majoritaire des chefs d'établissement, simplement pour leur parler, pour peut-être faire une action commune pour montrer notre attachement. Pour l'instant, on n'a pas de réponse du SNPDEN, mais ils ont toujours été quand même partie prenante de l'importance des infirmières dans leur établissement, de leur présence. Donc, je pense que ça va se débloquer. D'ailleurs, on a entendu
une représentante du SNP2N pendant la situation de Nantes qui a revendiqué des infirmières dans les établissements scolaires. Donc je pense que ça, c'est une question de, je vais dire, de formalité. Par contre, les chefs d'établissement, les enseignants et les autres corps professionnels, ils ne se battront pas à notre place. Je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est à nous de revendiquer notre profession, de la revendiquer là où on pense qu'elle est la mieux et de s'organiser professionnellement pour le faire. Et oui, on va sortir en intersyndicale le 10 juin. On a une mobilisation intersyndicale, je vous en ai parlé, avec les psychologues du premier et du second degré et avec les assistantes sociales de la FSU. D'ailleurs, je ne sais pas si Brice Castel est arrivé, mais il doit nous rejoindre. Là, il avait une réunion avant, une instance et une réunion, donc il doit nous rejoindre. Voilà, manifeste-toi, Brice, si tu es là. Mais en tout cas, voilà, dans cette approche de la santé, des assises de la santé scolaire, on a quand même cette préoccupation commune, et vous l'aurez compris, qui est très fortement partagée au sein de la FSU, mais même au-delà, du rôle et de la place, en fait, on dégrade toutes nos professionnalités au moment où il faut les renforcer dans l'école. Je pense que Sophie, elle s'exprime très bien, elle a été très claire. Ce qu'a besoin notre société, c'est de renforcer et de sécuriser son rôle éducatif pour qu'on tienne tous les debout. Parce que pour qu'on ait une société qui soit en capacité d'agir ensemble, de garder du commun, de ne pas partir dans une société pleine de violence ou complètement écartelée, il faut qu'on travaille à l'éducation nationale sur un temps long pour que les jeunes qui sortent de l'éducation nationale soient des citoyens éclairés, à peu près en bonne santé malgré le contexte international, et en capacité de débattre, de faire corps, de faire nation. Et pas de faire nation en s'opposant à l'intérieur de notre nation de façon stérile, mais vraiment d'avoir une société qui tient tous les bouts. C'est ce qui est en péril là. Et donc, c'est aussi l'éducation nationale, c'est pas juste le plaisir de former les enfants, ça a un objet politique dans la société. Et d'ailleurs, si vous êtes rentré à l'éducation nationale et vous voyez l'éducation nationale, on la charge de tous les maux de notre société, mais elle a surtout, c'est le pilier, c'est la colonne vertébrale de notre République. Et nous, on appelle vraiment à ce que les professionnalités à l'éducation nationale par rapport aux enjeux de société, elles soient renforcées. Les professionnalités des infirmières, des assistantes sociales, des psychologues, des enseignants, et qu'on nous donne les moyens d'éduquer nos enfants et de préparer au mieux l'avenir de notre société et de notre pays. Et c'est ça qui est dégradé. Donc, nous, il faut qu'on mène notre combat. Et ce combat-là, malheureusement, il devient politique dans le sens où, puisque l'opinion publique élit des gens, il faut qu'on arrive à percer dans l'opinion publique et à se réunir pour créer une forme de pression et pour permettre de faire masse et de faire corps et d'obliger ce gouvernement qui ne porte actuellement pas cette préoccupation et pas cette politique à l'acter. C'est comme ça que les médecins ont eu les 2 milliards. À l'éducation nationale, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand on parle de santé mentale, regardez ce qu'a fait Neuder. Il double les moyens des maisons des adolescents. C'est très bien. Mais si on arrive à doubler les moyens de la maison des adolescents, comment on peut penser qu'on n'a pas besoin du premier maillon et qu'on n'a pas besoin de professionnels dans l'école justement pour orienter et mieux orienter les jeunes? Donc, sinon, alors ça veut dire qu'on va effectivement être dans un système où, autour de l'école, on peut avoir des professionnels sous réserve qui soient libéraux, qui vont potentiellement intervenir dans l'école ou se rapprocher de l'école. Mais du coup, on change complètement la conception de l'éducation nationale et on change complètement le rapport qu'ont les gens à l'éducation nationale. Et là, il y a un coût politique assez important. C'est-à-dire que jusque-là, on est des fonctionnaires d'État parce qu'on considère que tous les Français doivent pouvoir confier leur enfant à l'éducation nationale et que leur enfant ne soit soumis à une neutralité totale. Et on est fonctionnaire d'État, donc on n'a pas un produit à leur vendre, on n'a pas un salaire en fonction du nombre d'élèves qu'on voit, on ne voit pas, voilà. Ça permet d'emmener tout le monde, mais là, on arrive dans une conception tout à fait différente de l'école.
J'ai vu que là, il y avait quelle est la position de FO de la CGT. Je rajouterai le SGEN. Alors, il faut quand même reprendre un petit peu ce que sont des organisations syndicales. Vous participez massivement aux élections professionnelles, de l'ordre de 63, entre 63 et 69%, suivant les académies. Donc, on est des syndicats fortement représentatifs. C'est-à-dire que nos professions, a priori, on fait à peu près bien notre travail puisque vous votez pour nous et que vous avez des attendus assez forts en termes de représentation professionnelle et donc de revendication. Il se trouve qu'il y a 2 syndicats qui sont représentatifs des infirmières à l'éducation nationale. C'est le SNICS, qui est le syndicat majoritaire, 54%, et un autre syndicat qui est le SNIES, qui fait 33%. À nous deux, quand on s'aligne, on fait 54 plus 33, 87% des infirmières, donc à peu près, on va dire presque 90% des infirmières, donc 9 infirmières sur 10. Il reste, et c'est pour ça qu'aux élections, on vous appelle à éviter l'émiettement syndical, c'est aussi le sens de la Fédération syndicale unitaire. L'émiettement syndical a fait perdre beaucoup au mouvement social et aux organisations syndicales. Reste FO, la CGT et le SGEN qui représentent à peu près 2%, enfin les autres infirmières. FO n'est pas représentatif. Il vous l'écrit des fois qu'il est représentatif. En fait, la fédération FO est représentative dans la fonction publique. C'est d'ailleurs la première fédération. Mais dans le champ des infirmières de l'éducation nationale, ils ne le sont pas plus que la CGT ou que le SGEN. Pour être considéré comme représentatif, c'est pas le SNICS qui le fait, il faut dépasser les 8%. Il faut représenter pratiquement une personne sur 10 pour vraiment participer au débat. C'est vrai que sinon, c'est pas tellement démocratique. Et c'est ce qu'on vit un petit peu, c'est qu'on fait des groupes de travail très longs avec des gens qui ont des positions qui, des fois, peuvent être un peu rocambolesques. Mais c'est comme ça. Après, nous, on n'est pas contre les syndicats et c'est très bien que les gens s'y engagent. Mais il faut un petit peu travailler nos dossiers puis savoir ce qu'on représente et qui on représente. C'est comme si nous, on allait en tant qu'infirmière, parce qu'on est un syndicat infirmier, on va dire aux infirmières en santé au travail comment elles doivent travailler, alors qu'en fait, on n'y connaît rien. Donc nous, on reste dans notre champ de représentativité, mais on essaye de le faire à peu près bien. Donc FO, vous avez reçu le mail. Ils ont décidé, ils sont à peu près alignés sur tous nos mandats, sauf quand ils vous écrivent où là, les mots de notre profession, c'est la responsabilité du SNICS. Bon, c'est leur jeu de syndicat, c'est comme ça qu'ils font adhérer les gens. Et voilà, après, voilà, c'est comme ça. Mais donc là, ils ne viennent plus, ils ont décidé de ne plus venir aux discussions. Nous, on a fait le choix de jamais laisser la chaise vide, sauf si on fait une déclaration, on décide de claquer la porte et que derrière, c'est pour obtenir quelque chose et qu'on sait qu'on est majoritaire, massif et qu'on ne peut pas faire autrement. Bon, là, ils ont décidé d'être plus raides que raides et donc de plus du tout venir au groupe de travail. C'est leur choix, c'est leurs adhérents qui les élisent et qui ont fait ce mandat et ils ont le droit de le faire. Donc là, bon voilà. La CGT, on est en intersyndical avec la CGT, il y a un rapprochement entre la FSU et la CGT. Au dernier congrès de la FSU, la CGT était présente et on travaille avec eux parce qu'ils sont représentatifs. La CGT, ils ont des assistantes sociales qui représentent les infirmières, principalement en Île-de-France sur l'Académie de Créteil. Et ses collègues, c'est des assistantes sociales qui participent au groupe de travail. Elles viennent de façon assidue, mais elles n'ont pas d'expertise professionnelle en tant qu'infirmières. Donc, en fait, je pense que c'est surtout qu'elles viennent prendre les infos pour pouvoir retourner dans les académies où elles sont, devant les infirmières, et leur dire un petit peu ce qui se passe pour leur profession. Donc ça, c'est la CGT, donc il n'y a pas de revendication particulière. La CGT, aux dernières élections professionnelles, elle avait revendiqué un véritable service de santé. Donc, quand on les a rencontrés au congrès de la FSU, on leur a parlé un petit peu de cette difficulté, voilà. Et en fait, la CGT nous a dit non, mais en fait, on va travailler avec vous parce que effectivement, on a déposé des listes pour couvrir les champs, pour être là, mais effectivement, en expertise infirmière. Voilà. Donc, avec la CGT, on va rentrer dans un cycle de travail pour essayer d'avancer ensemble. Et le SGEN-CFDT, là, c'est particulier parce que le SGEN-CFDT, cette fédération qui représente peu d'infirmières, mais beaucoup de médecins, est très en opposition, du coup, la fédération sur ses positions par rapport à nous.
C'est Madame Colson qui représente les médecins et elle, il faut que le médecin coordonne le travail de l'infirmière, que toutes les consultations qu'on fait doivent arriver au médecin parce que seul lui a la légitimité et le diagnostic qui permettrait d'orienter l'enfant au bon endroit, au bon moment et qu'il est important de croiser nos deux expertises professionnelles, donc le service médical dans toute sa splendeur. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a Achour qui représente les infirmières dans le SGEN CFDT, qui vient de Grenoble et qui participe là au groupe de travail infirmier. Et lui, finalement, quand on discute ensemble, ben, sa position, elle a des positions officielles très opposées, mais dans les groupes de travail, on est à peu près sur la même ligne. Voilà, avec peut-être une petite différence sur les ICT, mais encore une fois, il n'est pas ICT, donc c'est très, très, voilà. Souvent, il vient appuyer ce qu'on dit dans les groupes de travail, donc ce n'est pas une grosse difficulté. La difficulté qu'on a, c'est vraiment sur, par exemple, la délivrance des médicaments, avec FO qui dit que l'infirmière, elle n'a pas le droit de délivrer des médicaments. Et même si le ministère n'arrête pas de lui dire mais si, on a interrogé notre service juridique et tout ça, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, qui continue à demander des choses que le ministère ne peut pas leur donner. Enfin, là, on a un vrai problème, je pense, mais de compréhension et de mandat. Voilà, donc on ne sait pas quelles seront leurs positions. En tout cas, notre chance, c'est quand même qu'on ait deux syndicats fortement représentatifs et qu'on représente beaucoup d'infirmières. Donc, on travaille à deux. Là, on a une difficulté avec le SNIES, mais je pense qu'on va vraiment les rencontrer pour travailler avec eux. En attendant, ce qui se joue là et ce qu'on nous emporte, on est suffisamment légitime et représentatif pour le faire. Il y a très peu de représentation professionnelle ou de champ professionnel où on a un syndicat qui fait 54% avec 63% de participation. Si vous voulez, on a un syndicat assez fort. Il ne faut pas que nous-mêmes, on se mette des freins. D'ailleurs, regardez là, les amendements au Sénat, le Collège infirmier, le CNPI, tout ça soutiennent les positions du SNICS. Les sénateurs ont soutenu les positions du SNICS. Si, que ce soit à l'appel du SNICS, du SNIES ou de quoi que ce soit, mais si on arrive à faire corps, à opposer dans ces assises une forte pression des infirmières, une forte volonté de se faire respecter, on y arrivera. Parce qu'on ne peut pas faire une réforme contre un corps professionnel. Et on a tendance à vous faire croire que c'est comme ça et que tout est fait et que vous n'avez rien à dire. Ben non, si on dit non, ce sera non. Mais il faut encore dire non. Et on le voit depuis des années qu'on dit non au service scolaire. Grâce à toutes les mobilisations qu'on a faites, on n'y est toujours pas. On n'est toujours pas décentralisé. Mais c'est bien parce qu'on lâche rien, parce qu'on dit non et qu'on refuse les propositions qu'ils nous ont faites et qu'on fait corps tout ensemble pour dénoncer ça et qu'on montre bien tous ensemble qu'on n'est pas d'accord. Là, je vois qu'il y a une demande de pétition. Il y a une pétition en ligne qu'il faut faire tourner et faire signer d'ailleurs. On nous demande une pétition sur la décentralisation. Quand le moment sera venu de faire une pétition sur la décentralisation, on en fera une. Pour l'instant, il y en a une sur les enjeux de ces assises-là et qu'il faut faire tourner. La décentralisation, les infirmières, le 23 mai 2023, qui sont sorties dans la rue en masse, et là, du coup, en intersyndicale, on a stoppé la décentralisation. On a fait reculer la décentralisation. La loi Gatel, elle est votée. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas, il n'y a pas de décret d'application? Parce que les infirmières ont dit non. D'ailleurs, la première phrase, et on vous l'a dit, quand on est arrivé, notre délégation, qu'on est arrivé au cabinet de la ministre, que la conseillère santé nous a reçus, elle nous a remercié de la mobilisation parce que l'écho qu'avait cette mobilisation au sein du gouvernement avait plaidé en faveur de la position du MEN. Parce que les infirmières s'étaient mobilisées massivement, et ben l'ancien Premier ministre s'est opposé à la demande des territoires de récupérer les personnels de santé en milieu scolaire. Et ça, c'est bien notre profession qui l'ont tenu. Donc là, il y a une pétition qu'on fait tourner et qui s'appelle « Les infirmières, on y tient, on les retient ». On a voulu volontairement mettre un message assez positif pour que tout le monde puisse s'inscrire dedans.
C'est une pétition qui n'est pas ouverte aux seules infirmières. Vous pouvez le faire signer par vos familles, par les chefs d'établissement, par les enseignants, par tous les gens qui vous entourent. Si chacune d'entre nous la faisait signer à 10 personnes, on serait à 70 000 signatures. On est encore assez loin des 70 000 signatures, mais on ne perd pas espoir. Mais encore une fois, la pétition, elle aura sa valeur, elle aura son poids. Ce qui va être important dans les semaines à venir, c'est la capacité qu'on va avoir, nous, à s'opposer fermement, y compris par la rue. Vous l'avez vu dans notre historique, à chaque fois qu'on a obtenu quelque chose, c'est parce qu'on est descendu dans la rue. Et pourquoi? Parce que l'infirmière, quand elle descend dans la rue, et c'est ce que vous disait Grégory, la menace du syndicat, et c'est la FNI par rapport à la renégociation dans le texte, c'est de dire, donc, en fait, ce que vous voulez, c'est les infirmières dans la rue. Et n'importe quel gouvernement n'apprécie pas beaucoup d'avoir des infirmières dans la rue parce que ça a des répercussions très fortes sur la représentation qu'ont les gens et la société, et donc leurs électeurs, de leur travail et de leur représentation. Donc nous, comme on est une formation d'infirmière, qu'on est un petit corps mais très fort, on organise des congrès nationaux extraordinaires, on les organise de façon solidaire pour que toutes les infirmières puissent monter en masse. On essaye d'utiliser toujours le voile du congrès extraordinaire pour que les infirmières qui ont déjà 1 000 € de moins que les autres corps professionnels qui les entourent ne perdent pas une journée de salaire. On ne sait pas combien de temps ça tiendra et d'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui écoutent et qui seront peut-être très sensibles au fait qu'on pourra empêcher certaines infirmières de monter à Paris en dénonçant une grève transformée en congrès extraordinaire, mais il n'empêche qu'on va se réunir en congrès, qu'on va décider qu'on va aller dans la rue le jour de notre congrès et que personne nous y opposera et que si on fait masse, on réussira à se faire entendre et à empêcher qu'on nous retire des établissements, surtout à obtenir la spécialité. Si on ne l'obtient pas aujourd'hui, et j'espère qu'on l'obtiendra, et on vous a sollicité, et si vous avez été nombreuses à solliciter vos sénateurs et vos élus, ça a pu faire un écho qui nous sera favorable. Mais quoi qu'il arrive, si on ne l'obtient pas dans ce texte, et croyez-nous, on y met toute notre énergie et notre force, on l'obtiendra après. Ce n'est pas la première fois que le SNIC saura à se battre. Ce n'est pas le premier combat qu'on mènera. On en mène depuis 30 ans. Et on est toujours assez enthousiaste et optimiste. Bien sûr qu'on est très lucide et très conscient du contexte qui nous entoure. D'ailleurs, souvent on nous dit qu'on fait peur ou qu'on est des agités, mais pas du tout. On est juste des adultes responsables, conscients et à peu près informés et qui prenons qui prenons la mesure de nos responsabilités et on vous informe, et pas pour vous faire peur, simplement parce qu'on est un syndicat d'émancipation et que pour nous, vous informer, c'est aussi vous permettre de vous positionner et de vous ancrer dans votre profession, de vous opposer aussi à nos positions si elles ne vous plaisent pas, d'aller en débat dans les réunions d'information syndicale, dans les congrès académiques, voilà. Et c'est pour nous très important qu'on arrive à faire ce travail syndical qui est une respiration entre vous et nous pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on essaye, nous, toujours d'aller au dialogue, même quand on n'est pas d'accord avec les gens. Justement, c'est encore plus important qu'on se rencontre, puisque quand on est d'accord, c'est un petit peu facile, et tant mieux. Mais quand on n'est pas d'accord, on se rencontre, on en discute, on essaye de trouver les points de convergence, de voir s'il y a des accords qu'on a sur lesquels on peut avancer et des désaccords, si ces désaccords ils sont fondamentaux ou si simplement c'est des choses qu'on pourrait mettre de côté pour avancer tous ensemble. Donc voilà, nous on est vraiment ce type de syndicat et on espère que vous nous soutiendrez, que vous répondrez à nos appels comme vous répondez aujourd'hui présent à l'appel du SNICS et j'espère que cette journée elle vous aura été favorable. On a Brice Castel qui devait arriver, il nous a mis un message qu'il arriverait dans 10 minutes, je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé, du coup on va pouvoir, si vous voulez, vous laisser la parole s'il y a des questions.
Donc là, je vois, hein, la pétition ne suit pas, il faut manifester rapidement, comme on l'a toujours fait depuis la création du SNICS, exactement. On voit, là, on nous demande la pétition, on peut la trouver, ben, Mathilde, elle vous a mis la fiche de la pétition, elle est disponible sur notre site en page d'actualité, vous l'avez reçue dans les mails. Les secrétaires académiques, les représentants départementales du SNICS ont dû vous le faire passer. On est Sur les aussi, réseaux sociaux. connectez-vous sur les réseaux sociaux parce que ce type d'information, on les fait tourner sur les réseaux sociaux régulièrement. D'ailleurs, on a développé les réseaux sociaux et on vous invite à vous y inscrire parce que c'est aussi une façon de vous tenir informés régulièrement de l'activité et de l'actualité de notre profession à petite dose. C'est vrai que les mails professionnels, on essaye de ne pas abuser parce que vous en avez déjà beaucoup et on essaye de les rendre synthétiques. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez un petit peu nos actualités comme ça, perlées au fil de l'eau, de façon à peu près condensée. Et puis les lieux de débat, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu te par rapport à l'ordre infirmier? Il y a des choses si l'ordre infirmier participait aux assises de la santé scolaire. Je crois que tout à l'heure, j'ai vu une question et je ne sais pas si on y a répondu sur les IPA, sur la position des infirmiers du SNICS par rapport à l'IPA en santé à l'école. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on on est sorti de congrès, donc nous, on ne souhaite pas que l'infirmière de l'éducation nationale soit une IPA. Une IPA, Sur l'ordre infirmier. Est-ce qu'on est en lien avec l'ordre infirmier et sont-ils actifs sur ces assises? l'ordre infirmier est actif sur les assises dans le sens où ils ont travaillé avec le docteur Chassin, mais du coup, ils sont actifs sur les assises, mais on n'a pas accès aux amendements qu'ils ont déposés. Ils ont vu les amendements que nous, on a déposés, mais on n'a pas accès aux amendements qu'eux ont déposés sur la loi. On ne sait pas lesquels types d'amendements. Ah, sur les assises, ben, sur les assises, je ne sais pas. L'ordre infirmier, ce que disait le Grégory, il n'a pas vocation à plaider la cause des professionnels de santé. Je veux dire, c'est un organisme de régulation d'une profession et d'assurance de la qualité du soin par rapport aux usagers. Donc voilà. Brice est arrivé, mais je voudrais juste revenir sur les IPA parce que je pense que c'est important qu'on clarifie. Là, j'avais eu quelques tutos là-dessus à midi. Le SNICS, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et ça a fait l'objet de discussions et de votes au dernier Conseil national du SNICS, nous on dit, est-ce que les infirmières de l'éducation nationale sont des IPA? Bah, vous pouvez lire le rapport sur le devenir de la santé à l'école. Nous on dit, la consultation infirmière, c'est sur la base du rôle propre. 90% de nos actions, c'est de la base du rôle propre. Donc on est une profession, une spécialité infirmière autonome, en capacité d'orienter aux besoins vers le bon professionnel. Les IPA, que sont les IPA? Les IPA, elles ont été créées après Agnès Buzyn au ministère de la Santé en disant il y a un problème de pénurie de médecins et donc comment on organise une délégation de tâches des médecins aux infirmières tout en restant sous la responsabilité des médecins. Et donc on a créé la pratique avancée, qui n'est pas une pratique infirmière. Il y a des IPA en pratique avancée, mais la pratique avancée dans la loi est une délégation de tâches médicales dans un cadre réglementaire avec des objets qui sont clairement définis. La réponse aux pathologies chroniques, la réponse là on a les santé mentale, des problématiques, voilà, donc il y a différentes IPA et des options d'IPA, mais c'est une réponse aux besoins de santé de la population, mais de la population malade, puisqu'on est sur la base d'un champ pathologique, en responsabilité du médecin. C'est le Code de la santé publique qui le dit. Tout ce qui est dans le champ pathologique, c'est la responsabilité du médecin, c'est lui qui a le dernier mot. C'est spécialiste de la pathologie dans le système de santé français. Et donc, on a organisé des IPA. Est-ce que l'infirmière de l'éducation nationale, dans les besoins des élèves, elle a besoin d'être une IPA pour répondre aux besoins des élèves? On vous le dit, c'est non. On le sait, on a fait les statistiques, vous le voyez bien sur les élèves. Est-ce que le ministère a besoin de pouvoir déléguer certaines tâches médicales ou est-ce que les infirmières ne pourraient pas accepter de l'éducation nationale d'avoir un champ d'IPA pour répondre à la désorganisation globale des médecins et du système de santé et donc pallier un peu à ce déficit d'offres médicales? Donc le dernier conseil national du SNICS
il a voté favorablement en disant on est une spécialité infirmière dans laquelle on pourrait accepter un champ d'IPA, mais qui répond aux besoins des jeunes qu'on reçoit et à la facilitation de leur parcours de soins. Et en ce sens-là, et comme le font aujourd'hui les autres spécialités infirmières, ça peut être intéressant que dans notre champ de spécialité soit intégré dans notre enseignement un champ en pratique avancée. Mais on ne résume pas l'action de l'infirmière au champ pathologique à l'éducation nationale. Ça, c'est la santé scolaire et c'est la version hygiéniste de la conception de la santé à l'école. Nous, vraiment, on tient à être une spécialité reconnue face à un public sain et donc non spécifiquement malade, sur la base de la capacité qu'on a à le maintenir en bonne santé ou à lui permettre d'avoir un meilleur état de santé, un devenir en meilleur état de santé, c'est le sens de notre profession. La profession d'infirmière, vous pouvez regarder dans le Code de santé publique, c'est vraiment le maintien de l'état de santé et son amélioration. C'est ce qui fait l'essence même de notre profession. Et c'est pour ça qu'elle est, pour nous, non concurrentielle avec les médecins. Et chacun a son cadre de responsabilité. Donc, on est pour une spécialité, c'est ce qu'on a défendu dans le cadre de ces assises, avec un champ d'IPA, mais ça veut dire que toutes les infirmières dans les établissements doivent avoir, et donc toutes les infirmières finalement du corps non fonctionnel des infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, doivent avoir une formation de nature à être reconnue comme une spécialité infirmière à part entière, avec un champ d'IPA. Voilà. Et j'ai vu que Brice était arrivé. Voilà. Bonjour Brice. Excuse-nous, t'es arrivé. Donc on a un petit peu, je te remets un petit peu dans le contexte. Je sais que tu étais en SN de la FSU et du coup forcément mobilisé sur plein d'autres choses. Ce matin, on a vu un petit peu les propositions qui nous ont faites dans le cadre de la réforme, un peu l'historique sur la décentralisation, les combats qu'on mène. On a Caroline Chevet qui est intervenue, on a Edmond Pora qui est intervenu sur la base de son article qu'il avait écrit sur la santé scolaire. On a Caroline Chevet qui a reconceptualisé cette réforme dans le cadre global de dégradation des acquis sociaux et des multiples mobilisations qu'on a menées ensemble. Et Sophie Vénétité qui a rappelé le soutien et l'attachement des enseignants au personnel, aux équipes pluriprofessionnelles, avec voilà, le soutien sans faille de notre Fédé et des enseignants qu'elle représente sur les combats qu'on mène et la participation à nos mobilisations. Et on a ensuite travaillé sur la loi infirmière, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour, on a choisi cette date-là, parce que tu le sais, c'est le jour du vote de la loi infirmière, avec la possibilité de voir passer des amendements, mais encore avec des incertitudes. En tout cas, on croise les doigts sur la spécialité infirmière et les conséquences de ce qui est proposé pour nous en termes d'évolution de pratiques professionnelles dans le cadre de cette loi globalement, que l'amendement de spécialité passe ou pas, il y aura des changements à nous à négocier avec l'administration. Et donc, on reparlait un petit peu des IPA et on a déjà un petit peu abordé le fait qu'on allait avoir une mobilisation commune au mois de juin, le 10 juin, pour affirmer une opposition et essayer de sortir par le haut de cette réforme qu'on sait à la base dans une conception qui nous est délétère, enfin une forme de gestion de la pénurie, voilà, de dégradation des acquis et de perte des professionnalités. Et si on a souhaité vraiment ton intervention et qu'on est content que tu sois là, c'est pour que tu puisses exprimer aussi, vous, la façon dont les AS, elles perçoivent ces assises. Et aussi, on en parle souvent entre nous, mais la façon dont on peut faire corps, mais aussi la façon dont on interprète parfois différemment la notion de service, la notion de... Voilà. Donc, je te remercie d'être là. De rien, bonjour tout le monde. Non, mais alors déjà, j'ai préparé très rapidement 2-3 notes, mais je suis dans ce que tu poses là, je suis dans les clous, donc ça tombe bien. Non, j'avais bien en tête qu'aujourd'hui, c'était une journée importante pour vous, notamment sur la question de la loi infirmière et la pratique avancée, où moi, je voulais commencer par ça pour dire que
L'enjeu qui est important pour vous aujourd'hui, il nous concerne nous aussi. Non seulement parce que votre combat sur ce sujet spécifique, alors qui est spécifique aux infirmières, qui ne concerne pas les assistantes sociales, mais ce combat-là, il est légitime, mais aussi parce que cette reconnaissance qui sera obtenue, elle participe à la reconnaissance plus générale des personnels qu'on pourrait appeler de santé scolaire, mais en tout cas des personnels médico-sociaux. Alors je le fais large et caricatural dans le terme, mais tout le monde comprendra. On sait que vous, comme nous, on est des professions fortement féminisées. Même si moi j'en suis pas l'illustration, mais on est une profession fortement féminisée et que on doit constamment se battre pour obtenir une reconnaissance de ce qu'on fait, de nos compétences, de notre formation, de nos missions, et que obtenir pour vous cette pratique avancée, ce serait un grand pas dans cette reconnaissance à l'éducation nationale du rôle des infirmières à l'éducation nationale. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et nous, on soutient tout à fait au SNES-FP ce combat que vous menez. Donc, c'était la première chose sur laquelle je voulais revenir, mais je voulais évidemment pouvoir aborder la question des assises de la santé scolaire, puisque c'est un peu l'actualité. Alors, pour vous, en parallèle de la loi infirmière, mais les deux sont forcément liés de toute façon sur ces assises de la santé scolaire, parce que ce qu'on voit là, c'est effectivement qu'il y a ces assises, elles se dirigent vers au mieux. Et quand je dis au mieux, c'est vraiment la version optimiste qui parle, au mieux sur quelque chose qui sera de l'affichage politique et qui passera complètement à côté des enjeux dans la période actuelle, mais au pire, et c'est les craintes qu'on a et qui sont quand même assez fortes sur une réorganisation, des choses qui vont venir remettre en cause à la fois l'organisation de l'ensemble de la santé scolaire et effectivement la question du service. On a des subtilités entre nous, mais qui ne sont pas du tout des oppositions, qui sont des subtilités dans notre organisation pour différentes raisons, mais sur une réorganisation possible, mais surtout sur une dilution de nos missions et sur le fait qu'on puisse se retrouver avec finalement des professionnels dont la formation est différente, les missions sont différentes mais complémentaires, et avec finalement un ministère qui essaye de pallier la pénurie, de gérer la pénurie de moyens en rendant les professionnels interchangeables pour intervenir sous forme d'équipes ressources, de pompiers de service, bien éloignés de la conception qui est la nôtre de la santé scolaire et de nos missions, à savoir celle qui consiste à être au plus près des élèves chaque jour dans les établissements scolaires. Et là, on a un combat qui est commun. Nous, en tant qu'assistante sociale, on est, alors je le reprécise, je le dis toujours, mais je dis toujours assistante sociale, féministe toujours, pour que ça surprenne personne. Et je fais la même chose avec infirmière, mais je crois que ça, c'est assez usité dans le langage courant, donc c'est pas un problème. Mais nous, assistants sociaux, c'est vrai qu'on est organisé en service et on y est attaché. Et c'est effectivement quelque chose de différent par rapport à votre organisation qui est la vôtre, où vous êtes attaché au maintien au sein des établissements sous la hiérarchie du chef d'établissement, mais pour des raisons historiques et de fonctionnement et pour plein de raisons différentes qui s'expliquent, et c'est pas antinomique. Ce qu'on veut surtout pas, et c'est là où on a un réel point d'accord, ce qu'on veut surtout pas, c'est avoir une hiérarchie qui soit commune et notamment médicale. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, et au-delà de cette hiérarchie, ce qu'on refuse, c'est cette espèce de médicalisation des problématiques des élèves qu'on accompagne. La santé, elle s'entend au sens large. Souvent, nous, entre nous, entre assistants sociaux, on parle de la définition de l'OMS. Alors après, on est moins des spécialistes de la santé en tant que telle que vous, mais en tout cas, on parle de la santé au sens large, et là, pas de problème. En revanche, la santé au sens restrictif, sous forme de soins, on considère que c'est pas notre métier. C'est pas notre métier, et que si c'est peut-être, et là je mets tous les guillemets d'usage parce que je maîtrise pas assez, c'est peut-être une partie du vôtre, c'est pas votre métier uniquement, et ce sont pas uniquement vos missions, et que nous, notre rôle au sein des établissements scolaires, il est bien d'être à disposition pour accueillir, écouter, accompagner les élèves, les familles évidemment, puisqu'il y a aussi la question des familles, et en lien avec les équipes éducatives, les enseignants et l'ensemble des professionnels qui sont au sein des établissements scolaires. Et aujourd'hui, on assiste à une volonté un petit peu de médicaliser les problématiques à deux niveaux. Il y a la question médicalisation pour nous, et il y a la question des orientations. Alors,
Là, malheureusement, dans l'actualité, on a l'illustration avec le drame de Nantes assez récent où les premières réponses ont été des réponses extrêmement sécuritaires et absolument pas des réponses qui venaient poser, interroger la question de l'état de santé de la jeunesse. Et quand je dis l'état de santé, c'est au sens large. On parle de santé mentale, mais on pourrait parler aussi des conditions de vie, de ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Nous, ce qu'on défend, la vision qu'on a au SNES-FP, comme au SNICS, comme à la FSU de manière générale, c'est bien celle d'un système scolaire et plus généralement d'acteurs autour de la jeunesse qui a vocation à les accueillir, les écouter, les accompagner sur, pour utiliser un grand terme, sur le chemin de l'émancipation et non pas de normer les comportements de façon à ce qu'il n'y ait surtout pas une tête qui dépasse pour remettre en cause le système dans lequel les jeunes veulent vivre. Et donc, nous, notre approche, elle n'est pas sécuritaire, elle est bien éducative. Et c'est à ce titre-là que la politique éducative, sociale et de santé, c'est un socle pour nous qui est important et qui est essentiel. Et aujourd'hui, ces assises de la santé scolaire, elles laissent tendre vers un nouveau modèle qui vise à avoir une approche sous forme de dépistage assez important. Or, le dépistage, peut-être que c'est bien. Sur certaines dimensions de la santé publique, peut-être que ça a du sens. Et encore, ça pourrait se discuter, mais là, il y a d'autres spécialistes qui maîtrisent le sujet bien mieux que moi. Mais en tout cas, pour nous, l'essentiel, il est bien de répondre aux besoins des élèves au plus proche de ce qu'ils vivent au quotidien. Et donc, pour ça, il faut qu'on soit au sein des établissements, qu'on soit disponible en temps suffisamment important, parce qu'on sait bien comment ça se passe. Vous êtes sur des établissements, souvent vous avez plusieurs établissements. Nous, en tant qu'assistante sociale, on en a aussi un certain nombre. Et quand on est présent 1 à 2 journées semaine dans l'établissement, évidemment qu'on est beaucoup moins disponible déjà pour accueillir les élèves, mais surtout qu'on est beaucoup moins identifié comme personne ressource pour les élèves vers lesquels eux-mêmes peuvent se tourner. Parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils nous voient tous les jours, parce qu'on est intervenu aussi sur la dimension prévention collective en classe. Et ça aussi, c'est un outil, un levier pour que les élèves puissent après venir nous rencontrer quand ils en ressentent le besoin. Tout l'enjeu aujourd'hui, il est là. L'enjeu, il est quels moyens on met pour qu'il y ait suffisamment de professionnels. Et là, nous, on parle d'équipes pluriprofessionnelles. Quels moyens on a pour que ces équipes pluriprofessionnelles soient complètes dans tous les établissements en temps suffisant, parce qu'une journée semaine dans un établissement, c'est du saupoudrage qui ne permet pas grand-chose. Et donc, il y a ce sujet-là. Et si on met le sujet des moyens, il y a le sujet de l'attractivité qui est forcément son corollaire, puisque aujourd'hui, ce qu'on constate pour les infirmières comme pour les assistants sociaux, c'est notamment, je ne parle pas des autres professionnels, je maîtrise moins la question, mais c'est la question de comment on fait pour les faire venir et rester à l'éducation nationale. Parce que ce qu'on constate en l'espace de 10 ou 15 ans, c'est quand même des concours qui font de moins en moins le plein, des collègues qui cherchent de plus en plus à quitter l'éducation nationale pour aller ailleurs. Et tout ça parce qu'il y a la question de la rémunération, évidemment, qui est une question centrale, mais il y a la question des conditions de travail aussi, qui est aussi centrale. Et de plus en plus, nos collègues nous disent que c'est intenable et qu'il y a une perte de sens dans l'exercice des missions. Et donc, il y a besoin de remettre du sens dans tout ça. Et c'est ce qu'on porte ensemble dans ces assises, mais pas que dans ces assises. Les assises de la santé scolaire, elles existent, elles sont positionnées là par le ministère. Nous, on n'était pas demandeurs qu'il y ait forcément ces assises de la santé scolaire, en tout cas sur ce format-là. On n'était pas forcément demandeur qu'il y ait un vrai temps de réflexion sur comment on fait pour réaffirmer le rôle central de la politique éducative, sociale et de santé. Évidemment, on en était demandeur. On a plein de propositions, que ce soit le SNICS ou le SNES-FP et la FSU en général. On a des propositions, on a des réflexions, on travaille ensemble pour faire avancer les choses. Néanmoins, on n'était pas demandeur d'un exercice finalement qui ressemble plus à un exercice de communication pour le ministère visant à nous expliquer comment gérer la pénurie des moyens. Parce qu'à l'arrivée, ça ressemble beaucoup à ça. Donc ça pour dire que on en est là aujourd'hui. On attend un petit peu les prochaines échéances, je vais y arriver, sur les assises de la santé scolaire sans grandes illusions. On n'attend pas de grosses surprises, ou en tout cas pas de grosses surprises positives. Et ce qu'on sait, mais ça on le sait depuis longtemps, ça fait un certain nombre d'années qu'on suit les différents sujets, c'est que ce qu'on gagnera et ce qu'on obtiendra, on l'obtiendra que parce qu'on est en capacité, nous, de le revendiquer, de se mobiliser largement et de construire un rapport de force suffisant pour faire entendre raison au ministère. Aujourd'hui, on a un ministère qui affiche depuis un certain nombre de mois, pour ne pas dire d'années,
malgré la succession de ministres qu'on a eue, une priorité régulière. Par moments, c'est le harcèlement, d'autres moments, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. À un moment donné, c'est la maltraitance. Après, voilà, il y a un certain nombre de priorités au gré de l'agenda politique et médiatique qui se succèdent, sans jamais poser la question centrale de comment on positionne les professionnels, les personnels dont ce sont les missions au sein des établissements. Comment on les positionne, comment on leur donne les moyens d'assumer leur mission dans de meilleures conditions, et tout ça pour améliorer le service rendu aux élèves. Parce que la réalité, elle est là. La réalité, c'est que nous, notre travail, tout ce qu'on revendique, c'est évidemment pour les professionnels, pour que les personnels aient de meilleures conditions de travail, mais in fine, c'est bien pour que la réussite scolaire de toutes et de tous, elle soit favorisée. Et on sait que c'est indispensable. On sait bien qu'un élève qui a des conditions de vie ou qui a des problématiques de santé, et on pourrait élargir, hein, je ne vais pas faire le listing, parce que sinon on est là jusqu'à demain, mais qui vit des choses compliquées, il n'est pas dans de bonnes conditions pour apprendre correctement, et qu'il y a besoin de cet étayage autour des équipes enseignantes, de personnel qui soit formé et qui ait le temps et les moyens pour agir au plus près de l'élève, au lien avec ses familles. Donc on a besoin de pouvoir obtenir ça, et aujourd'hui ce n'est pas du tout ce qui est posé sur la table, mais ça vaut pour nous, ça vaut pour l'ensemble des services publics, hein. Je ne vais pas refaire l'intervention de Caroline ce matin, où j'imagine qu'elle en a dit largement assez. Mais voilà, je crois que nous, le point de vigilance, le point de vigilance, c'est même pas un point de vigilance. Moi, ce que je voulais redire ici, et de manière vraiment très affirmée, c'est que on peut parfois entendre, et c'est normal dans une période d'austérité budgétaire où on n'a rien, on n'a pas grand-chose, où il y a des miettes à se partager. Des fois, il y a cette tentation chez les uns ou chez les autres, et je ne parle pas des syndicats, je parle des collègues sur le terrain, chez les uns ou chez les autres, de regarder ce que l'autre a en disant bah oui, mais voilà. L'année dernière, on a vous avez gagné, et à juste titre, vous avez gagné une revalorisation indiciaire qui est évidemment, qui, grosso modo, correspond au CTI. Hein. Vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais grosso modo, ça correspond au complément de traitement indiciaire et à la prime Ségur, la fameuse prime Ségur qui était attendue depuis longtemps. Nous, on ne l'a pas eu. En revanche, on a eu une revalorisation indemnitaire suite à notre mobilisation importante. Et en fait, tout ça, ça ne doit pas nous conduire à regarder ce que l'autre a en disant bah oui, mais pourquoi nous, on n'a pas ça? Ça doit nous conduire justement à regarder le fait que quand on se mobilise, on arrive à obtenir des choses, et que de prendre appui sur ce que les autres ont obtenu pour réussir à obtenir, nous, à notre niveau, ces choses-là. C'est-à-dire que l'indemnitaire aujourd'hui des assistants sociaux, on peut se le dire, je pense que je ne trahis pas de secret, il est plus élevé que celui des infirmières. C'est une évidence. En revanche, l'indiciaire des infirmières est effectivement plus élevé que l'indiciaire des assistantes sociales. En l'occurrence, sur des missions qui sont complémentaires, qui sont assez similaires, même s'il y a des nuances et des compléments, et sur un niveau de formation qui est identique. Donc c'est vrai qu'il y a une injustice qui existe, mais cette injustice, on voit bien que selon le prisme sur lequel on le regarde, elle n'est pas toujours dans le même sens. Et ce que je voulais dire, c'était surtout, il fallait absolument qu'on soit conscient et très engagé sur le fait de se dire que il ne faut pas qu'on tombe dans le piège qui nous est tendu par le ministère et par le gouvernement plus généralement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se divise entre nous. Bien au contraire, il faut qu'on soit en capacité de se rassembler, de faire des forces des unes la perspective des autres, et inversement, parce que c'est comme ça aussi qu'on avance, et d'être en capacité de se dire que justement, il y a des choses à avancer pour nos professions de manière générale, et que quand une profession gagne quelque chose, l'autre, de toute façon, c'est positif aussi pour l'autre, parce que ça permet de faire gagner les choses après, de faire avancer les dossiers. Et que c'est en se nourrissant les uns les autres, les unes les autres, je vais continuer sur ma féminisation, les unes les autres, qu'on arrivera à faire avancer les choses. Ce qui nous guide au SNIS comme au SNES-FP, et plus généralement à la FSU, c'est bien un intérêt général, c'est la question des services publics et de la situation des personnels. Et là-dessus, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier entre nous dans ce qu'on défend. Après, on a des nuances, mais c'est normal. On a des nuances qui sont liées à nos missions, à l'historique de notre profession, et des fois, on a des analyses. C'était ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'organisation en service pour nous et vous, qui est quelque chose qui est pas votre demande. Et en même temps, c'est aussi ce qui fait la richesse des échanges qu'on peut avoir entre nous. Et donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on soit très au clair sur le fait de se dire que la fameuse question de l'écoute des élèves, parce que je prends celle-ci parce que c'est souvent quelque chose qui revient, et on pourrait y inclure les psy-UN, voire d'autres professions. Il y a toujours cette question sur oui, mais l'écoute, c'est nous. Non, l'écoute, c'est personne. Et en même temps, c'est pas parce que c'est la responsabilité de personne, enfin, la responsabilité, c'est pas le bon terme, c'est pas parce que c'est la prérogative de personne
que ça doit être celle de tout le monde. C'est-à-dire que nous, on est convaincus que l'écoute, évidemment, les élèves, quand ils ont besoin de se confier, ils choisissent leur interlocuteur pour plein de raisons. Ça peut être n'importe qui au sein d'un établissement. En revanche, les spécialistes de l'écoute, et quand je dis spécialistes, c'est avec tous les guillemets d'usage, ce sont bien les personnels qu'on représente, les infirmières, les psy-UN, les assistantes sociales, chacun avec sa porte d'entrée, chacun avec sa compétence, et c'est ce qui fait la richesse aussi de ces équipes pluriprofessionnelles. Et nous, on est convaincus que c'est bien justement en réaffirmant cette place centrale de ces équipes-là au sein des établissements qu'on arrivera à faire avancer les choses. Voilà, moi, je voulais faire cette petite incise, parce que je trouvais que c'était important. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise que sur ces assises et plus largement sur la santé scolaire, alors je dis la santé scolaire, c'est un terme que nous, on aime moyennement utiliser parce que santé scolaire, on est toujours en questionnement sur le fait de dire est-ce que assistante sociale, on est vraiment santé scolaire, on n'est pas convaincu d'être vraiment santé scolaire, mais ça dépend comment on l'interprète. Mais aujourd'hui, on pense vraiment, nous, qu'on est à un tournant dans la conception de l'école et dans la conception plus largement des politiques à l'égard de la jeunesse. On pense que ce qu'on défend, nous, c'est bien des politiques qui permettent aux jeunes de construire leur parcours, de construire leur identité, de réussir leur scolarité pour devenir des citoyens émancipés dans le futur. Ça, c'est ce qu'on défend. Nous, on a tendance à penser qu'aujourd'hui, on a des projets, un certain nombre de projets, et les réponses sécuritaires qui sont apportées. On a eu le service national universel. On ne sait pas trop comment ça va revenir, parce que je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais dans l'actualité, ça revient un petit peu sous forme de service civique. Il y a des choses qui reviennent. Le projet de loi Attal sur la justice des mineurs, on a un certain nombre de signaux depuis maintenant plusieurs mois, voire quelques années, qui clignotent sur une conception des politiques publiques à l'égard de la jeunesse qui vise à normer les comportements, là où nous, notre ambition, elle n'est pas de normer les comportements, elle est de les accompagner sur comment on construit l'adulte de demain pour que celui-ci soit un citoyen libre et éclairé. C'est bien ça notre enjeu. Et notre enjeu, c'est effectivement, on sait que ça passe par favoriser la réussite scolaire de tout le monde, parce que c'est aussi une exigence importante. Et pour ça, il faut qu'on positionne la santé scolaire là-dessus et pas sur le dépistage j'allais dire des déviances, mais c'est un terme un peu fort, mais donc je ne vais pas le dire comme ça, mais je pense que tout le monde comprendra ce que je veux dire, et de se dire que nous, notre rôle, il n'est pas juste d'être des pompiers de service, on intervient à la demande dans les établissements quand il y a besoin, quand il y a une urgence, quand les équipes enseignantes ne savent plus quoi faire, mais il est bien d'être là au quotidien pour accompagner et faire en sorte que on puisse faire notre travail de prévention, parce qu'on parle de prévention sans cesse. La prévention, c'est pas juste venir faire 1 heure en classe sur un sujet ou un autre. La prévention, c'est un travail du quotidien. Quand on rencontre les élèves en entretien, on fait aussi passer un certain nombre de messages en termes de prévention, et ça se construit vraiment chaque jour. C'est du travail de dentelle, et ça, on a besoin d'être au sein des établissements pour le faire, et ça se fait aussi dans les échanges qu'on peut avoir avec les équipes enseignantes, la vie scolaire, les personnels de direction. Comment on peut aussi des fois expliquer pourquoi tel jeune rencontre telle difficulté. Nous, on a une expertise, chacun à notre niveau, on a notre expertise qui permet aussi d'expliciter pourquoi et de donner des clés de compréhension, favorisant après mise en œuvre d'un accompagnement qui soit adapté. Et donc, je crois que vraiment, là, on a un combat à mener dans les semaines et les mois à venir pour faire en sorte qu'on ne nous dépossède pas du sens de nos missions et de ce pourquoi on est venu travailler à l'éducation nationale. Et c'est tout l'enjeu qui va se poser sur les assises de la santé scolaire, qui va se poser sur le 10 juin et sur notre capacité à nous réunir largement. Et sans doute par la suite, parce que c'est un combat, on sait bien qu'on ne gagnera pas en une fois, qui demandera encore de se mobiliser largement tous ensemble. Et je vais conclure là-dessus en disant que pour nous, il est indispensable que on ne se perde pas dans des combats catégoriels qui peuvent exister, qui existent et qui sont légitimes. L'exemple typique, c'est la loi infirmière, j'allais dire votre loi comme quoi. C'est la loi infirmière qui est votre actualité là aujourd'hui, et c'est légitime et c'est normal qu'on ait des combats chacun de notre côté à des moments parce qu'ils sont spécifiques à notre profession, mais on ne doit surtout pas oublier ce qui nous réunit tous et toutes d'abord à l'éducation nationale et à ce titre-là, on a des combats à mener. Là, le 10 juin, ça commence le 14 mai avec les assises, le 10 juin avec la journée de mobilisation
mobilisation, mais probablement, je pense que je ne prends pas de grands risques en disant qu'il y en aura d'autres dans les semaines et les mois à venir, y compris l'année prochaine et l'année d'après. Enfin, ça commence à faire quelques années maintenant que je suis dans le circuit et je sais bien à quel point c'est un combat de longue haleine qui peut parfois être décourageant, mais on sait pourquoi on le fait et c'est important qu'on ne lâche pas les choses. Donc voilà, c'était juste voilà, j'ai essayé de faire assez court, mais en tout cas, je suis très content de pouvoir venir vous dire un mot aujourd'hui. C'était important pour moi de venir parce que nos combats ils sont communs et que ce qu'on porte, ce sont des choses qui sont légitimes et on n'a aucune raison de ne pas les porter ensemble largement. Et je vous remercie pour votre attention et j'en reste là. Merci Brice, merci beaucoup pour ton intervention. Moi, je vais devoir vous laisser parce qu'il faut que je parte et je vais laisser la parole aux filles, mais je voulais quand même te remercier de ton intervention et comme tu le dis, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses qui nous séparent et on voit bien le binôme infirmier, AS, les raisons pour lesquelles ça fonctionne, c'est bien parce qu'on mène des combats communs, qu'on a des professions qui sont animées par une même volonté, c'est apporter du soutien et l'aide à autrui. Et donc, du coup, on se reconnaît, on se connaît bien. Et on est aussi une profession féminisée, comme tu le dis, avec tous les problèmes que ça peut comporter. Et effectivement, on part là sur ces assises, sur une réforme qui nous est, on le sait, pas favorable, parce que le contexte global et la politique portée par le gouvernement n'est pas celle qu'on souhaiterait, en tout cas, elle n'est pas porteuse pour nous d'un avenir prometteur pour nos professions ni pour les jeunes. Et donc, du coup, effectivement, il y a cette nécessité de faire corps et de créer un espace professionnel et du coup qui est catégoriel. En fait, il doit y avoir des respects de nos catégories et de nos revendications catégorielles, mais de montrer bien qu'on se bat dans un même intérêt qui est celui de l'élève, qui est celui de la société qu'on souhaite. Et effectivement, le 10 juin, là, le 14 mai, on ne sait pas encore quelles seront les réelles propositions. On sait déjà que notre mobilisation, le fait qu'on aille grouper, qu'on porte à peu près les mêmes choses, qu'on dénonce les mêmes choses, ça a déjà fait reculer les assises. On a déjà quelques petites lignes dans les discussions avec l'administration qui a changé. Mais on n'arrive pas encore à avoir un portage politique, on n'arrive pas encore à savoir vraiment quelle est la position de la ministre ou du gouvernement et du coup le fait de s'opposer, de créer ce rapport de force, d'y aller ensemble, ça nous permettra en tout cas, je l'espère, d'y voir plus clair et de mobiliser nos collègues pour des actions futures et des gains futurs. Et effectivement, là, si on a un mot d'ordre vraiment particulier, c'est que nous, on va faire notre job de syndicat et on le fait depuis le début, on est présent, on a des revendications, on les porte, on se respecte, on va faire des écrits, des communiqués de presse, voilà. Mais à un moment donné, et si on a senti la nécessité de le faire, c'est parce que c'est vraiment important, on a besoin qu'on aille jusqu'au bout et qu'on montre notre détermination et ça se passe par la rue. C'est encore comme ça et c'est le seul levier qu'on a. Sinon, nous aussi, c'est pas notre... voilà, on aimerait être ailleurs le 10 juin que dans la rue à Paris pour revendiquer des revendications qu'on estime, nous, légitimes et qui devraient être actées depuis longtemps. Mais en tout cas, on a besoin de vous, on a besoin du plus grand nombre. Là, on est encore... 600 infirmières connectées, plus tous celles qui sont en groupe dans les départements et les académies, plus celles qui nous suivent sur Facebook. Donc, on est encore nombreuses. Allez voir les assistantes de services sociaux avec lesquelles vous travaillez, les psychologues. En fait, voilà, l'idée, c'est de sentir qu'on est nombreuses à porter cette idée de l'école et qu'on est soutenu par l'ensemble de la communauté scolaire, et croyez-moi, on l'est, et par les représentants des parents, par la fédération syndicale, par les autres fédérations aussi, et qu'on va réussir à imposer une autre réforme que celle qui était prévue au départ, et qu'on va réussir ensemble à sortir de cette réforme par le haut, mobilisés par notre intérêt commun pour les jeunes qu'on se refuse d'abandonner. Parce que c'est vraiment ça qui est particulièrement dégueulasse. Il y a nos conditions professionnelles et les infirmières, les assistantes sociales, du boulot, on en trouvera ailleurs à l'éducation nationale. Si on veut partir, on a la possibilité, on est des adultes, on a des capacités de formation, tout ça, c'est pas tellement le problème. Mais vraiment, ce qu'on fait à la jeunesse de notre pays aujourd'hui, c'est fondamentalement dégueulasse et ça aura un impact important
sur la société de demain. Et là-dessus, par contre, on a une responsabilité vraiment particulière. Donc le 10 juin, il faut qu'on soit nombreuses. Donc parlez-en autour de vous, mobilisez les gens. On a la pétition à faire tourner, on reviendra vers vous encore. Il faut vraiment qu'on arrive à monter beaucoup de gens à Paris pour avoir une opposition assez forte. Et vous savez qu'en face de nous, on a Madame Borne. Et Madame Borne, c'est quand même la personne qui a eu la mobilisation contre la réforme des retraites. Mais néanmoins, on n'est pas dans le même contexte. Elle n'est pas en train de porter la réforme des retraites. Elle porte une réforme de l'éducation nationale pour lequel on voit bien, elle est dans les choux. Déjà, elle n'y connaît rien, mais sa conseillère santé, elle n'est même pas au courant des recommandations qu'on fait. Ils ne nous ont pas encore reçus. Cette réforme, pour l'instant, elle est portée par l'administration. Et nous, on veut qu'elle soit portée politique et que le coup politique y soit porté et assumé. Et vous avez bien vu qu'on porte des choses quand même assez construites. Donc, on est en capacité de réussir à imposer un autre tempo, une autre réforme. Et ce rendez-vous, il sera décisif le 10 juin, même si effectivement, il s'inscrira dans la durée. Mais si on tape fort une première fois, ça veut dire que derrière, nous, on pourra continuer à faire notre travail avec toute la légitimité que vous nous aurez donnée le 10 juin. Je vais devoir vous laisser. Je vais laisser, voilà, moi je dois absolument partir là. Mathilde et Violaine vont continuer un petit peu ce webinaire avec vous. En tout cas, merci Brice et à très vite. Au revoir. Donc, vous l'aurez compris, là, on a un groupe de travail mercredi sur les assises où déjà on va continuer à porter la voix des infirmières, des AS. Hein, c'est un GT qui regroupe l'ensemble des fédérations et du coup des 4 corps. Plus le 14 mai, les assises de la santé où Borne devra faire des assises. Donc nous, on lâche rien. La manifestation le 10 juin, donc par la rue à Paris, je vous invite à contacter les secrétaires académiques de vos académies pour avoir toutes les informations sur la participation financière, l'organisation, elles sauront vous répondre. Pour celles où il n'y a pas de secrétaire académique, n'hésitez pas à nous contacter par mail pour qu'on puisse vous répondre. Petite info, du coup, on avait une formation le 5 juin prévue sur santé et conditions de travail, qui est du coup annulée parce que pour des raisons de temps et d'organisation par rapport justement à la mobilisation, elle sera reportée en début d'année prochaine, le premier trimestre 2025-2026. C'est ça. On va vous proposer également une mobilisation par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, justement, pour continuer à mettre la pression et montrer pas notre mécontentement, si, notre mécontentement face à la réforme qui se dessine. Donc, vous aurez par mail au stick des petites affiches pour vous prendre en photo dans vos infirmeries, de dos, pas de dos. C'est assez libre, mais l'idée, c'est de montrer que ce qu'on porte, on porte la spécialité, on porte plus d'infirmières auprès des élèves, la consultation libre à la demande sans condition. C'est vraiment l'idée d'être visible le plus possible pour se faire entendre. Et la pétition, hein, il y avait une question par rapport à ça. Nous, on la diffuse déjà sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à la diffuser également. Hein, c'est pas du tout restrictif. Après, sur les médias, tout ça, on l'a envoyé à la presse, on l'a transmise, mais c'est pas forcément. Il y a eu des articles, mais il faut continuer à la diffuser. Si chacun, comme disait Safia, si chacun fait les 10 personnes, ça peut aller très vite. Le mail, c'est snix-fsu@snix.org. Oui, parce que effectivement, si vous envoyez dans certaines académies, il n'y a pas de personnes pour suivre les boîtes mail, c'est pour ça. Peut-être il peut y avoir des soucis de réponse, mais envoyez à snix-fsu. Snix-fsu. Quelqu'un va l'écrire dans le chat, je pense.
Est-ce qu'il y a Oui, encore des Galal, super, merci Elisabeth. Brice, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou non. On enverra les PDF d'affiches avec les petits slogans qu'on a pu imaginer, qu'on vous propose. Mais après, on sait que les infirmières sont très créatives, donc n'hésitez pas également à créer vos propres affiches, vos propres mises en scène, enfin voilà, pour montrer votre mécontentement. Les infirmières de l'université sont conviées également à venir le 10 juin. Ça concerne les infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc, bien sûr, vous pouvez venir. Nous, on a diffusé cette pétition, nos machins, tous nos communiqués de presse sont envoyés à la presse. Donc voilà, on a été repris notamment par les médias d'infirmières. Après, l'important, c'est que chacune d'entre nous puisse continuer à la relayer à ses proches, à ses équipes éducatives, aux enseignants, aux assistants sociaux, aux psychologues de l'éducation nationale, à vos chefs. C'est par les collègues que ça va fonctionner du bouche à oreille. Et puis, ça permet comme ça d'informer, comme vous posiez la question tout à l'heure, les équipes éducatives de vos établissements scolaires. Ça peut être un moyen d'entrer dans la communication, dans l'information. Alors, pour le 10 juin, on fera une convocation pour un congrès extraordinaire à Paris. Et puis, donc, ça passera par les secrétaires académiques. Et puis, nous, on va envoyer aussi un mail national pour que vous ayez avec les convocations, les informations. Voilà, maintenant, il faut qu'on organise le lieu de départ, le trajet, encore beaucoup de travail. Et puis, en concertation avec les autres syndicats. Pour ça qu'on ne peut pas encore maintenant vous indiquer les lieux et les heures de départ, mais en tout cas, c'est à Paris. Restez en contact avec vos secrétaires académiques pour pouvoir justement vous tenir au courant, lisez nos mails, les réseaux sociaux pour avoir. Il y avait une question sur l'échéance pour les échéances du transfert en service ou qu'importe les autres réformes. Sachez qu'il n'y a pas besoin de vote pour que ça passe. Il suffit de faire une circulaire, donc ça peut être très rapide. Mais ne nous avons pas déjà vaincu. On n'a pas encore perdu, on n'a pas encore reculé. Donc pour le moment, on continue de maintenir le cap et on va gagner. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas d'échéance et nous ne sommes pas pressés d'avoir une échéance. C'est encore. Donc n'hésitez pas vraiment à rester. Donc prochain rendez-vous annulé Le 5 juin. le 5 juin, on l'a laissé, mais c'est une erreur. Donc c'est reporté à l'année prochaine. Mais gardez votre journée du 10 juin pour monter à Paris, amener chacune une collègue. Il faut qu'on soit le plus nombreuse possible. L'assistante sociale de votre établissement, la psychologue de votre établissement. Voilà, la collègue du lycée d'à côté. Plus nous serons nombreuses, plus on arrivera à gagner des choses et à éviter pas décentralisation, mais disons une externalisation. Les revendications pour le 10 juin, c'est ce qu'on a parlé tout le long de la journée, la spécialité, le renforcement de la consultation infirmière, rester dans les équipes éducatives, renforcer les équipes pluriprofessionnelles au sein des établissements. Voilà, c'est toute cette journée que nous allons... Et tous les slogans, tout ça, tout va arriver par vos secrétaires académiques. C'est en cours de préparation, donc ça arrivera, vous inquiétez pas, d'ici le 10 juin. On vous remercie beaucoup d'avoir été présente dans cette journée. Continuez vraiment à nous suivre partout sur les réseaux, aller aux réunions d'information syndicale, rester en contact avec les collègues du terrain. Il y a les secrétaires académiques, mais il y a aussi les secrétaires départementales qui sont là pour vous répondre. Voilà.
Rester ensemble, on est plus forte. C'est souvent notre signature de mail, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on obtient les victoires. Donc, ne restons pas isolés les unes des autres et restez groupés dans ce collectif. Et c'est comme ça qu'on gagnera. Et c'est toujours comme ça qu'on a gagné. On vous remercie pour cette journée et puis ben, à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous syndiquer si c'est pas encore fait. C'est toujours un soutien si on arrive à faire ce genre de journée, d'avoir voilà, du temps militant pour écrire les amendements, par exemple, faire tout ce travail qu'on fait, c'est grâce aux syndicalisations, parce qu'on ne vit que sur ça. Donc, c'est une manière de nous soutenir. Parce que sans vous, on ne pourrait pas faire tout ça. Merci à vous, merci pour vos remerciements.